Qu'est-ce qui devient moralement acceptable lorsqu'on est poussé dans une situation de survie? Imaginez deux frères et sœurs injustement confinés depuis des semaines dans leur appartement par les autorités. Ils sont affamés, leurs provisions épuisées, ils n'ont aucune idée de quand le confinement sera levé. Dans ce contexte, est-il acceptable de s'introduire chez les voisins pour voler leurs ressources? Est-il moralement acceptable de manger ceux qui sont déjà morts? Est-il légitime de tuer les gardes pour s'échapper? Cette proximité ambiguë entre frères et sœurs se justifie-t-elle? C'est ce genre de dilemme que The Coffin of Andy and Leyley nous pousse à affronter. L'histoire est particulièrement intéressante, addictive et sans surprise, une grande communauté la soutient. Elle commence tout doucement, mais au fur et à mesure, le vrai visage des choses finit par émerger. Dans cette vidéo, je vais vous la raconter depuis le début et ce d'une manière chronologique. L'histoire commence avec le réveil d'Ashley dans un appartement complètement en désordre. Sa seule préoccupation est de trouver de la nourriture pour survivre. En interagissant avec les éléments de l'appartement, on comprend qu'elle est enfermée ici depuis 3 mois. Elle est confinée plutôt. Personne ne répond à ses appels, personne ne vient la voir et la nourriture se fait cruellement rare. Par chance, aujourd'hui, elle trouve une boîte de tomates en conserve dans les poubelles et s'empresse de la montrer à son frère Andrew. Lui, étrangement, n'est pas si enthousiaste. La raison en est qu'il avait délibérément caché pour des situations d'extrême urgence. Leur chamaillerie est interrompue par le gardien qui frappe à la porte. Il est soi-disant chargé d'apporter de la nourriture aux résidents confinés, mais il ne le fait jamais. C'est pour cette raison que le frère et la sœur sont affamés depuis des semaines. Le gardien se contente simplement de vérifier s'ils sont encore en vie avant de repartir. Qu'importe, Andrew et Ashley sont habitués à cette situation. La sœur se met à cuisiner les tomates en conserve pour se remonter le moral. Les deux se régalent malgré tout étant donné que c'est leur premier repas depuis des jours. Leur conversation laisse croire à une relation classique entre frères et sœurs. Ils se chamaillent sur le moindre petit détail pour avoir raison et ce genre de choses. Leur repas est interrompu par une musique plutôt sinistre qui provient de l'appartement du voisin. Ils décident d'aller lui demander d'arrêter. Andrew détourne une planche en bois d'une armoire pour créer un passage entre les deux balcons. Là, on comprend que c'est tout l'immeuble qui est confiné. Ils espionnent le voisin à travers la vitre et ils découvrent qu'il est un cultiste en plein milieu d'un rituel. Il semble tenter d'invoquer une créature démoniaque. C'est probablement dans l'espoir d'échapper au confinement ou améliorer son sort. Andrew et Ashley trouvent ça plus divertissant qu'effrayant. C'est un passe-temps étrange, mais s'il donne de l'espoir, alors pourquoi pas. De retour chez eux, ils en profitent pour regarder les informations à la télévision qui sont diffusées à des heures fixes par les autorités. Le journaliste annonce que tous les résidents de l'immeuble sont confinés en raison d'une contamination par un parasite. Il était présent dans le circuit d'eau potable de l'immeuble et ils l'ont tous consommé. Les cas de décès se multiplient chez les résidents et donc les autorités ont décidé de prolonger la quarantaine. C'est une bien mauvaise nouvelle donc. Ce qui est étrange, c'est qu'Ashley et Andrew semblent être en parfaite santé si ce n'est la faim. Pour économiser leurs forces, ils retournent se coucher. On revit alors un flashback d'Ashley. Nous sommes juste quelques minutes après l'annonce du confinement dans l'immeuble. Leur mère les a laissés prétextant qu'elle n'a pas consommé l'eau contaminée donc elle n'a pas à subir le confinement. Elle leur promet qu'ils se retrouveront après cette épreuve mais en attendant elle part rejoindre leur père dans un hôtel. Dans les jours qui suivent, Ashley harcèle sa mère pour qu'elle vienne les voir ou du moins leur apporte de quoi manger mais celle-ci reste indifférente. Pour la dernière fois, la mère l'avertit qu'elle ne prendra plus aucun de ses appels. Les gardiens sont là pour subvenir à leurs besoins donc ça ne sert à rien d'appeler, elle ne décrochera pas. Elle tiendra cruellement sa promesse. Les parents se révèlent totalement négligents donc. Ashley se réveille ensuite et commence à nettoyer l'appartement pour occuper son esprit. C'est une tâche bien ambitieuse. Elle perd connaissance par manque d'énergie. Aucune amélioration n'a lieu les jours qui suivent. Les infos rapportent pourtant que la distribution de nourriture a repris dans l'immeuble et que les résidents ne manquent de rien désormais. Pour éviter toute propagation du parasite bien sûr, chaque personne qui s'approcherait de la zone de quarantaine sera immédiatement abattue. Il devient clair que le gouvernement cache quelque chose. Bref, dans la nuit qui suit, Ashley est réveillée par une conversation entre son frère Andrew et sa petite amie. On ne parvient pas à tout entendre mais on comprend que la fille est en train de rompre. Le prénom Ashley revient fréquemment dans la discussion. La sœur prend ça à la rigolade. Elle taquine son frère sur le fait de se faire larguer et s'endort. Le lendemain, ils sont alertés par l'évacuation d'une voisine par une ambulance. Les cris des autres résidents éclatent dans tout l'immeuble pour réclamer la même attention mais rien n'y fait.
Ashley suppose que la voisine est soit gravement malade, soit décédée, soit enceinte, ce qui expliquerait une intervention aussi exceptionnelle. Elle lance alors une hypothèse à son frère. Et si elle tombait enceinte? Un silence très gênant s'installe. Andrew, plus qu'irrité par cette blague de mauvais goût, se retire pour se reposer le reste de la journée. De nouveaux jours passent et leur état ne fait que s'aggraver. Ils ne parviennent même plus à faire plus de 2 pas sans perdre connaissance. Andrew, désespéré, tente de forcer la porte pour s'échapper de là. Le gardien entend le bruit, intervient et le menace. S'il continue à s'agiter comme ça, il ne leur apportera plus rien. Andrew obéit, mais la menace se révèle vide. Il continue de ne rien recevoir. Complètement désespérés, les deux s'allongent en plein milieu du salon et commencent à imaginer le meilleur scénario pour mourir. Un bruit suspect vient du voisin une nouvelle fois. Leur curiosité les pousse à aller voir. Aussi incroyable que ça puisse paraître, mais le cultiste a réussi à invoquer le démon. L'homme supplie l'entité de le libérer du confinement et lui promet qu'il lui donnera tout ce qu'elle désire une fois dehors. Le démon n'est pas dans la négociation. Voyant qu'il n'a rien à lui offrir, il le libère, mais par la mort. Horrifiés mais à la fois affamés, Andrew et Ashley entrent dans l'appartement dans l'espoir de trouver des provisions. Ils n'y trouvent rien et Ashley se met volontairement à penser à voix haute. Elle se dit que ça fait pas mal de viande ce cultiste. En plus, il est déjà mort, alors pourquoi pas... Andrew fait mine d'être choqué, mais il admet que l'idée lui a traversé l'esprit. Ils sont affamés depuis des semaines, personne ne croira que le voisin est mort à cause d'un démon surnaturel, ils ont laissé leur empreinte partout chez lui. Ashley est déterminée. Elle persuade Andrew de passer à l'action. Il découpe le corps et place les morceaux dans des sacs plastiques pour les transporter discrètement jusqu'à chez eux. Andrew se charge de tout ranger dans le congélateur tandis qu'Ashley commence à cuisiner. Étrangement, elle n'éprouve pas d'horreur particulière à faire ça. Il faut bien avouer que c'est soit ça, soit la mort. Andrew, en revanche, peine à avaler son repas. Sa sœur essaie de détendre l'atmosphère en plaisantant sur la qualité exceptionnelle du plat et qu'il doit arrêter de faire son enfant, mais ça fonctionne à peine. À la fin, le force physiquement à manger. Elle veille à ce qu'il finisse son assiette jusqu'à la dernière miette et ils vont se coucher. Un nouveau flashback d'Ashley dévoile leur passé lorsqu'ils étaient encore enfants. Andrew était surnommé Andy et Ashley Lailai. Ils avaient l'habitude de s'appeler comme ça tous les deux. Dans ce souvenir, Ashley lui fait une crise de jalousie. Elle a appris que l'une de ses meilleures amies veut sortir avec son frère et elle trouve ça inacceptable. Andy est son frère. Elle refuse que quiconque le lui prenne. Elle planifie alors un plan cruel pour éloigner et surtout punir sa rivale. Le plan est simple. Andrew doit d'abord inviter la fille dans un entrepôt sous prétexte d'un rendez-vous. Ashley prendra ensuite le relais. Elle compte l'enfermer dans une caisse toute la nuit pour la faire réfléchir. Andrew est plutôt mal à l'aise avec cette idée qu'il trouve trop excessive, mais Ashley sait depuis toujours comment le manipuler. Elle se met à avoir les larmes aux yeux et insinue qu'il ne l'aime pas autant qu'elle, qu'il préfère l'autre fille et ce genre de choses jusqu'à ce qu'il cède. Ça fonctionne parfaitement. Le lendemain après-midi, Andrew attire l'autre fille dans l'entrepôt comme attendu. Sous couvert d'un jeu de cache-cache, Ashley persuade la fille que la grande caisse est la cachette parfaite. Lorsqu'elle s'y introduit, elle monte dessus pour ne pas qu'elle ouvre et demande à Andrew de fermer le verrou. La victime comprend ce qui se passe et panique. Elle leur explique qu'elle est asthmatique et que la poussière pourrait lui être fatale, mais Ashley reste imperturbable. Elle savoure le moindre instant de ce moment. Pour ne pas que son frère cède, elle joue la carte de la victime encore une fois. S'il l'aime vraiment comme il dit, il faut qu'il lui prouve en fermant le verrou de la caisse. Son petit numéro a toujours fonctionné sur lui, il fonctionne aujourd'hui. Andrew accepte de laisser sa prétendante enfermée toute la nuit. Ce souvenir révèle l'emprise qu'a Ashley sur son frère. De retour dans le présent, Andrew se réveille en pleine nuit submergé par la culpabilité d'avoir mangé un être humain. Ashley le rassure en lui rappelant qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont été injustement enfermés, affamés et cet homme était déjà mort. Andrew, au bord de l'effondrement, avoue qu'il a vu découper la tête pour qu'elle puisse entrer dans le congélateur et cette image le hante. Ashley, elle, tourne ça à la dérision. Elle le taquine et le provoque en l'appelant Andy. Malgré tout ce temps passé, il reste toujours le petit garçon fragile finalement. Il faut savoir que c'est un surnom qu'il déteste. Elle poursuit avec des insinuations assez ambiguës et osées pour des frères et sœurs.